Il existe, en Californie, une vallée où les rêves prennent la forme de circuits électroniques. Dans les années 70, cette terre dorée abritait une génération d'ingénieurs qui voulaient en changer le monde. Tout a commencé par un transistor, un minuscule composant sur une planche de circuit, une étincelle dans l'obscurité. Palo Alto, 1972. Des entreprises comme Hewlett-Packard et Fairchild Semiconductor posèrent les fondations d'une nouvelle ère. Mais parfois, l'histoire bascule en un instant, comme une pomme qui tombe, et qui ne reviendra jamais en arrière. Un jeune homme se tenait dans un verger. Il regardait l'horizon. Il voyait quelque chose que personne d'autre ne voyait encore. Los Altos, Palo Alto, Cupertino, Stanford, des noms qui, bientôt, résonneraient dans le monde entier. Des mains habiles, de la soudure, des nuits entières à assembler des pièces qui, seules, ne valaient rien, mais ensemble, allaient tout changer. En 1975, le Homebrew Computer Club réunissait les esprits les plus brillants de la Silicon Valley. Parmi eux, 2 amis, 2 génies, un destin commun, Silicon Valley, 1976. L'histoire d'Apple allait commencer dans un endroit où personne n'aurait pensé à chercher. Un garage ordinaire dans une rue ordinaire de Los Altos. Mais derrière cette porte, quelque chose d'extraordinaire prenait forme. Steve et Steve, l'un visionnaire, l'autre génie de l'électronique. Ensemble, ils formaient quelque chose de rare, une synergie parfaite. Le premier ordinateur Apple ne ressemblait à rien de connu. C'était une carte nue, sans boîtier, un objet brut, mais révolutionnaire. Le 1er avril 1976, 3 hommes signaient un accord de partenariat. Personne ne savait que cette signature allait entrer dans l'histoire. Les nuits se succédaient, le café refroidissait, les tasses s'accumulaient, mais jamais ils ne s'arrêtaient. Il y avait quelque chose à prouver au monde. Ils avaient besoin d'un nom, d'un symbole. Steve Jobs proposa une pomme, simple, universelle et mordue, pour rappeler la connaissance, le savoir, la curiosité. Cette maison modeste, dans une rue calme de Los Altos, était la seule à briller dans l'obscurité, comme si elle savait quelque chose que les autres ignoraient. Dans ses yeux se reflétait la lueur verte d'un écran, et dans ce regard, une certitude absolue. Il voyait quelque chose, un futur que les autres ne pouvaient pas encore imaginer. Une poignée de main, ferme, décidée. 2 hommes qui scellaient bien plus qu'un accord commercial. Ils scellaient leur destin. Pendant que le monde dormait, une seule lumière brillait dans Los Altos. C'était la lumière de l'ambition. Et elle ne s'éteindrait plus jamais. L'Apple II. Un boîtier beige, un clavier, un écran. Pour la première fois dans l'histoire, un ordinateur personnel destiné à tout le monde. Quand l'écran phosphorescent affichait ces mots « Apple II », quelque chose de nouveau était né. L'ère de l'informatique personnelle venait de commencer. Pour la première fois, un père et son fils pouvaient partager la magie de la technologie dans leur salon. Apple invitait le futur à entrer dans chaque foyer. Au West Coast Computer Fair de 1977, le stand Apple brillait plus que tous les autres. La foule s'y pressait. Quelque chose d'inédit était là, sous leurs yeux. Ce logo arc-en-ciel, une pomme mordue aux couleurs vives, allait devenir l'un des symboles les plus reconnaissables de l'histoire humaine. Des chaînes de production, des centaines d'employés, chaque machine assemblée avec soin. Apple ne fabriquait pas des produits, Apple fabriquait des rêves. Dans les écoles américaines, l'Apple II envahissait les salles de classe. Des enfants découvrirent la programmation. Une génération entière changeait de rapport au monde. Déballer un Apple II, c'était une cérémonie, un rituel, l'ouverture d'un cadeau qui allait transformer votre vie. Jobs avait compris ça avant tout le monde. Et pendant que les étoiles tournaient au-dessus de Cupertino, Apple grandissait. Vite, très vite, trop vite, peut-être, pour certains. Le 24 janvier 1984, un jour qui allait entrer dans l'histoire de la technologie. Steve Jobs monta sur scène, et il avait quelque chose à montrer au monde. Devant 2500 personnes, dans l'obscurité du Flint Center, une silhouette s'avança sous les projecteurs. Le silence était absolu. Quelques jours avant, lors du Super Bowl, une publicité avait bouleversé l'Amérique. Big Brother, la résistance, une femme qui court, et un marteau qui fracasse tout. Pour la première fois, un ordinateur avait un visage, des icônes, une souris. On cliquait,
On glissait, on créait. La technologie devenait enfin humaine. Des millions d'Américains, réunis devant leur télévision pour le Super Bowl, virent quelque chose qu'ils n'oublieraient jamais. Apple venait de réécrire les règles du marketing. Ce marteau qui fracassait l'écran géant n'était pas qu'une image, c'était une promesse. Apple ne jouait pas selon les règles du monde. Apple créait ses propres règles. Le lendemain, les journaux titraient en une. Apple présente le Macintosh, l'ordinateur pour tous. En une nuit, Jobs avait changé la perception du possible. Cette graphiste qui se leva d'un bond, incrédule, devant son Mac, elle représentait des millions d'humains que la technologie allait libérer pour créer. À l'intérieur du Macintosh, les ingénieurs avaient gravé leur nom sur le boîtier. Personne ne les verrait jamais. Mais eux, ils savaient. C'était leur œuvre. Un enfant qui dessine, un écrivain qui compose, un architecte qui conçoit, un musicien qui crée. Le Macintosh avait tenu sa promesse, l'ordinateur pour le reste d'entre nous. Boardroom. Mais les succès engendrent parfois les trahisons. En 1985, une guerre de pouvoir éclata au sein d'Apple, et Jobs, le fondateur, allait en sortir perdant. Il quitta Apple, les mains vides. 30 ans, une boîte d'affaires personnelle, et une entreprise qu'il avait créée, qui n'était plus la sienne. Il s'assit sur une colline qui surplombait la Silicon Valley. En contrebas, les lumières de sa ville, son empire. Et pourtant, ce soir-là, il n'était rien qu'un homme seul. Sans lui, Apple dérivait. Des dizaines de produits sans vision, des lignes confuses, une entreprise qui avait perdu son âme, et avec elle, ses clients. Mais Jobs ne s'arrêtait jamais vraiment. Il fonda Next, un cube noir, parfait, obsessionnel, un objet qui ressemblait à son créateur, inflexible, visionnaire, en avance sur son temps. Il investit aussi dans un petit studio d'animation appelé Pixar. Personne ne parierait sur ce pari risqué. Mais Jobs, lui, voyait quelque chose que les autres ne voyaient pas encore. Chez Apple, les orages se succédaient. Les PDG changeaient, les stratégies viraient, et les parts de marché s'effondraient. L'entreprise touchait le fond. Dans sa maison, entouré de ses enfants, Jobs continuait de rêver. L'exil n'avait pas brisé sa créativité, il l'avait, au contraire, nourrie. Apple est-elle mourante ? Les journaux posèrent la question que tout le monde se posait. La firme à la pomme semblait à l'agonie. 90 jours de trésorerie. Puis plus rien. Phone call. Et puis, un soir, un téléphone sonna. Apple rachetait Next. Et avec Next, elle récupérait quelque chose de bien plus précieux. Elle récupérait Steve Jobs. Il rentra, 12 ans après en être sorti. Il traversa les couloirs d'Apple comme si le temps n'avait pas existé. Le roi revenait dans son royaume. Sa première décision fut une déclaration de principe. Think different. Pensez différemment. Un appel lancé aux fous, aux rebelles, à ceux qui osaient changer le monde. Et puis il apparut. L'iMac, bleu bondi, translucide, joyeux. Un ordinateur qui ressemblait à un bonbon géant. Le monde n'en avait jamais vu de pareil. La salle explosa. Des rires, des applaudissements, des larmes. Apple était de retour. Et avec elle, la conviction que la technologie pouvait être belle. En bourse, l'action Apple remontait en flèche. Les investisseurs revenaient, les clients aussi. En quelques mois, Jobs avait accompli ce que personne ne croyait possible. Dans le laboratoire de design, Johnny Ive et Steve Jobs concevaient ensemble le futur. Chaque détail comptait, chaque courbe avait une raison d'être. Rien n'était laissé au hasard. 5 couleurs, 5 personnalités. L'iMac disait au monde qu'un ordinateur pouvait être une expression de soi. La technologie devenait enfin personnelle. Dans les vitrines des magasins, les enfants collèrent leur nez contre la vitre. L'iMac avait quelque chose que les autres ordinateurs n'avaient pas. Il donnait envie. Aux fous, aux inadaptés, aux rebelles. Ces mots résonnaient comme un manifeste. Apple ne vendait plus un produit. Apple vendait une philosophie. Le campus d'Infinite Loop bourdonnait de nouveau. Des milliers d'employés, des projets secrets, une énergie retrouvée. Apple était ressuscité, et le meilleur restait à venir. Des silhouettes qui dansent, des écouteurs blancs, une musique qui pulsait dans chaque oreille. Apple venait de réinventer la façon dont le monde écoutait la musique. L'iPod, blanc, minimaliste, parfait. Un disque dur, une roue qui tourne, et 1000 chansons dans une poche. Jobs l'annonça comme si c'était la chose la plus évidente du monde.
Dans le métro, dans les parcs, dans les cuisines, dans les bibliothèques, les écouteurs blancs apparaissaient de partout. Ils devenaient le signe de reconnaissance d'une génération. Cette roue de défilement. Simple, intuitive, satisfaisante. Un geste circulaire du pouce suffisait à naviguer dans 1000 titres. Le génie d'Apple était dans les détails. L'industrie musicale tremblait. Les ventes de CD s'effondraient. Les maisons de disques paniquaient. Apple venait de redéfinir comment la musique se consommait et se payait. En avril 2003, l'iTunes Store ouvrait ses portes. 99 centimes par chanson. Légal, simple, élégant. En 24 heures, 1 million de titres vendus. Les disquaires fermaient. Une époque se terminait. Et avec elle, un rapport à la musique qui durait depuis des décennies. Le monde n'écouterait plus jamais de la même façon. 1 milliard de chansons vendues. Le compteur s'affichait en temps réel. 1 milliard. Ce chiffre était à peine croyable. Et pourtant, Apple venait de l'atteindre. À Times Square, dans le métro de Tokyo, dans les rues de Paris, les écouteurs blancs étaient partout. Apple n'avait pas vendu un produit. Apple avait changé une culture. À Times Square, dans le métro de Tokyo, dans les rues de Paris, les écouteurs blancs étaient partout. Apple n'avait pas vendu un produit. Apple avait changé une culture. Sur scène, il sortit l'iPod de la poche de son jean. Un geste simple, théâtral. Et le monde comprit que rien ne serait plus jamais pareil. Mais ce n'était qu'un début. Le 9 janvier 2007, San Francisco. Des milliers de personnes faisaient la queue depuis la nuit. Quelque chose allait se passer, quelque chose d'immense. Ils le sentaient tous. Un iPod à grand écran, un téléphone révolutionnaire, un appareil internet. 3 appareils en un seul. La salle explosa, et le monde bascula. L'iPhone, une dalle de verre, pas de clavier, pas de stylet, juste vos doigts, et une interface si intuitive que même un enfant pouvait l'utiliser instantanément. Ce geste, ce simple geste du doigt sur le verre, pincer pour zoomer, glisser pour défiler. En quelques secondes, 5 ans de recherche devenaient de la magie pure, à Tokyo, à Londres, à New York, à Lagos. Simultanément, des millions de personnes regardèrent la même chose. L'histoire se faisait en direct. Nokia, Motorola, BlackBerry. Les géants de la téléphonie regardaient, médusés. En 1 heure, 10 ans de domination venèrent de devenir obsolètes. Le 29 juin 2007, le premier client sortit du magasin Apple, brandissant sa boîte au-dessus de la foule en délire. Une nouvelle ère venait de commencer, officiellement. Pour la première fois dans l'histoire, l'Internet entier tenait dans une poche toute la connaissance de l'humanité, à portée d'un pouce, en toutes circonstances. Chaque année, un nouvel iPhone, plus fin, plus rapide, plus puissant. Une évolution qui ressemblait moins à l'ingénierie qu'à une forme d'art industriel en constante progression. En 5 ans, la posture de l'humanité avait changé. Les têtes s'inclinaient, les regards se baissaient. Une civilisation entière regardait maintenant, à travers un rectangle de verre. En 2011, le fondateur transmit le flambeau à son successeur. Un génie visionnaire cédait la place à un génie de l'opérationnel. Apple entrait dans une nouvelle dimension. L'iPad, une ardoise de verre. Jobs avait dit « La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de l'inventer ». Apple inventait encore une fois une nouvelle catégorie. Le spaceship, Apple Park, un anneau parfait au milieu des collines de Cupertino. Le dernier grand projet du fondateur, qui ressemblait à un vaisseau spatial posé sur Terre. Le 2 août 2019, Apple devenait la première entreprise de l'histoire humaine à atteindre 1000 milliards de dollars. Un chiffre jamais atteint. L'Apple Watch, une montre qui surveillait le temps, qui se réveillait, qui transformait le poignet en Internet. Apple n'inventait plus de gadgets. Apple inventait des extensions de consumer. Les Apple Store étaient devenus une cathédrale du marketing. Des lieux de pèlerinage pour les amateurs de technologie du monde entier. Chaque iPhone connaissait une chaîne d'Apple qui embrassait la planète entière. Des terres rares d'Afrique aux usines de Chine. 1 milliard d'appareils actifs. Une grand-mère qui voit le visage de son petit-fils au FaceTime. Un médecin qui détecte une arythmie. Un enfant qui apprend à lire. Apple touchait les moments les plus intimes de l'existence humaine. Et quand le monde numérique devenait dangereux, Apple érigea des remparts, la vie privée comme valeur fondamentale. Dans un monde qui vendait les données, Apple refusait de jouer ce jeu. 1 milliard d'iPhones actifs,
2 millions d'applications, 600 millions d'abonnés. Ces chiffres donnaient le vertige, un empire bâti sur l'obsession de la perfection. Une flamme, un iPod, un Mac, un iPhone, des objets qui ont traversé le temps, des reliques d'une révolution qui n'a pas encore dit son dernier mot. Arc-en-ciel, chrome, blanc, noir. Le logo changeait, mais la pomme mordue, elle, restait, immuable, éternelle, le symbole d'une connaissance que l'on ne peut plus ignorer. Cette morsure dans la pomme, un geste irréversible. Une fois que vous avez mordu dans la connaissance, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Apple avait compris cela mieux que quiconque. Un graphiste en 1984, un musicien en 2001, un développeur en 2007, un cinéaste en 2015. Apple n'a pas créé leurs œuvres. Apple leur a donné les outils, pour y croire. Aujourd'hui, ce garage de Los Altos est un lieu historique classé. Des pèlerins du monde entier viennent y déposer des fleurs, devant une porte fermée, derrière laquelle tout a commencé. L'histoire d'Apple n'est pas terminée. Elle mute, elle se transforme. L'intelligence artificielle, la réalité augmentée, de nouveaux horizons, que nous imaginons à peine. Chaque matin, le soleil se lève sur Apple Park. Des milliers de personnes entrent dans cet anneau parfait avec une seule mission, changer le monde. Encore une fois, un grand-père avec son Apple II, un père avec son iPhone, un enfant avec son iPad. 3 générations, un même logo, une même promesse, que demain peut être plus beau qu'aujourd'hui. Il nous a laissé ces mots. Restez affamés, restez fous. Pas un conseil, une invitation, adressée à tous ceux qui croient encore, que les individus peuvent changer le cours de l'histoire. Depuis l'espace, la Terre brille de milliards de petites lumières. Chacune d'elles est une histoire, une vie, un rêve. L'histoire d'Apple est l'histoire de l'humanité qui ose rêver, et qui, parfois, réussit.